À un moment où les examens paracliniques apparaissent et se perfectionnent constamment, il est logique de pouvoir localiser une lésion dans la masse hépatique et de la situer dans l'espace. Le foie va être traversé par des canaux qui vont se ramifier à l'intérieur de la masse hépatique et c'est aux veines que revient l'honneur d'assurer la segmentation du foie que Quinault a décrit de façon magistrale à la suite des travaux remarquables de Ton That Tung. Sur une coupe sagittale paramédiane droite, dont voici la face ventrale et la portion crâniale, sous la paroi diaphragmatique, figurée comme telle, convexe vers le haut, la masse hépatique va être à l'aplomb de sa face hilaire, marquée par la pénétration de canaux veineux, certes, mais encore artériels, mais aussi biliaires, qui vont, avec la condensation de la capsule de Glisson, permettre de diviser ces segments en segments qui seront ventraux vers l'avant et dorsaux vers l'arrière, et d'autre part en segments qui seront crâniaux vers le haut et caudaux vers le bas. Lorsque l'on relève le bord antérieur de la masse hépatique, voici le côté droit et la face ventrale, le foie apparaît avec en arrière le profil de la veine cave inférieure, qui réapparaît ici en dessous, puis vers la gauche l'implantation du ligament rond du foie, l'ancienne veine ombilicale gauche. Au centre de la masse hépatique se situe la plaque hilaire qui va se prolonger vers la droite par l'incisura dextra de Gans et qui va être occupée par l'élément le plus dorsal du pédicule hépatique qui est l'élément veineux portal. La veine porte va en effet vers la gauche se prolonger en direction du récessus de Hugo Rex vers l'avant, vers la veine du ligament rond et vers l'arrière par le canal veineux d'Aronsius. La veine porte va constituer donc l'élément le plus dorsal du pédicule hépatique, pédicule qui va être complété pour sa part par les voies biliaires, la vésicule biliaire apparaissante ici sous le rebord antérieur et inférieur du foie et drainée avec son canal cystique vers les canaux hépatiques, canal hépatique droit et canal hépatique gauche, sur la face antérieure et droite du système portal, dont la face antérieure et gauche va être occupée par la ramification terminale de l'artère hépatique. Ainsi apparaissent les principales scissures, à savoir la scissure gauche, ou scissure ombilicale, ou scissure embryonnaire, la scissure principale et la scissure droite, qui, avec la scissure transverse du foie, permet d'isoler un certain nombre de segments, à savoir le segment latéral gauche du lobe gauche, qui a été isolé par Quinault portant le numéro 2, qui est le segment dorsal et crânial gauche, le segment qui est aussi latéral gauche, mais qui est celui-ci, le segment 3 de Quinault, ventral et caudal. Puis apparaît en avant le lobe carré, qui va correspondre maintenant au segment 4, décrit par Quinault. Le segment 5 sur le bord droit, segment paramédian droit de la scissure principale, va être isolé comme tel. Voilà maintenant dans le segment latéral droit du lobe droit, le segment 6 décrit par Quinault, qui est ventral et qui est caudal, alors que voici vers l'arrière, toujours dans le lobe latéral droit,
le segment 7 de Quinault, le segment qui est dorsal et crânial, et que voici vers l'arrière le lobe de Spiegel, le segment 1 de Quinault, qui va vers la gauche se prolonger par les tubercules papillaires et les tubercules codés. C'est là que siège la seule divergence entre la classification de Ton Tat Tung et celle de Quinault, à savoir qu'entre la veine du canal d'Arancius à gauche et le bord gauche du lobe de Spiegel, Ton Tat Tung a isolé un segment que nous appellerons 4', qui est le segment dorsal et crânial paramédian gauche. À l'intérieur de cette masse hépatique, bien sûr, la veine porte va se ramifier en donnant divers pédicules pour chacun de ces segments. Bien sûr, le segment 8, qui est dorsal et crânial, n'apparaît pas sur cette vue bord ventral relevé. Nous allons faire maintenant une vue de face de la masse hépatique, dont voici toujours le côté crânial et maintenant le côté latéral gauche, masse hépatique qui est toujours caractérisée vers l'arrière par la présence de la veine cave inférieure qui réapparaît sous le bord inférieur du foie, la vésicule biliaire avec le fond vésiculaire débordant sous le bord ventral de la masse hépatique. Vers le bord gauche, voici l'ancienne veine du ligament rond du foie et donc la scissure ombilicale aux scissures gauche, la scissure principale et maintenant la scissure droite qui, avec le plan scissural caudal montré comme tel, nous permet de retrouver ces principaux segments déjà décrits tout à l'heure. Le segment latéral gauche, dorso-crânial, le segment 2 de Quinault, le segment latéral gauche ventro-caudal, le segment 3 de Quinault, le segment dit paramédian gauche ou segment 4 de Quinault, qui est lui aussi ventrocaudal, par rapport au segment 4', qui est dorsocrânial et qui est paramédian gauche. Du côté droit, voici maintenant dans le segment paramédian droit le segment 5 de Quinault, puis le segment latéral droit ventrocaudal au segment 6 de Quinault, alors que voilà le segment 7 de Quinault qui est dorsocrânial et que apparaît ici en pointillé jaune le segment 8 qui n'apparaissait pas sur la vue ventrale bien sûr, dorsocrânial, dit paramédian droit. Les veines portales vont à l'intérieur de ce système se répartir et les veines sus-hépatiques, nous aurons l'occasion d'y revenir dans un instant, vont cheminer dans ces plans scissuraux et d'ailleurs être la clé de la chirurgie de l'hépatectomie réglée. Sur une troisième vue, qui est une vue dorsale de la même masse hépatique, dont voici toujours figuré le côté crânial et le bord latéral gauche, nous allons retrouver la veine cave inférieure qui, au moment où elle va traverser la face dorsale de la masse hépatique, va se dilater en regard du sinus veineux de Caloris, nous y reviendrons, et qui souvent va se trouver quelquefois complètement incluse entre deux tubercules papillaires, deux prolongements qui sont même parfois rattachés par un ligament transverse et qui donnent alors un segment intraparenchymateux de la veine cave inférieure. La veine du canal d'Arancius va apparaître ici vers la gauche, veine embryonnaire, et nous y retrouvons donc les plans scissuraux, la scissure latérale gauche, la scissure principale et la scissure latérale droite. Ceci va nous permettre de retrouver le segment dit latéral gauche 2 décrit par Quinault, qui est le segment dorsocrânial de Quinault. Voici apparaître un petit morceau du segment 4', dorsocrânial paramédian gauche,
voici apparaître un petit morceau aussi du segment 8, dorso-cranial paramédian droit, celui-là. Voici dans sa totalité le segment 7 de Quinault, le segment dorso-cranial latéral droit. Et puis voici le segment 1 de Quinault avec les tubercules codés et les tubercules papillaires. C'est à la face ventrale de la veine cave inférieure que vont s'aboucher les veines hépatiques supérieures qui sont généralement au nombre de 3, une gauche, une médiane et une droite, et qui expliquent cette dilatation du sinus de calories. Mais il faut savoir qu'il y a des veines surnuméraires, veines moyennes, voire des veines inférieures qui, bien sûr, posent des problèmes lors de l'abord chirurgical de cette masse hépatique. Sur une vue éclatée, entre guillemets, de la masse hépatique avec la veine cave inférieure à la portion dorsale, voici le segment cranial et la portion latérale droite, nous allons justement ici réinsister sur l'importance dans la segmentation de la masse hépatique de ces veines dites anciennement veines sus-hépatiques, veines hépatiques supérieures, respectivement droite, médiane et gauche. Et nous allons ainsi, en gardant les mêmes couleurs que tout à l'heure, rappeler les principaux segments qui ont été isolés par Quinault. Voici le segment numéro 2 de Quinault, le segment dorso-cranial latéral gauche. Voici le segment numéro 3 de Quinault, le segment ventrocodal latéral gauche. Voici le segment numéro 4, décrit par Quinault, qui est lui aussi ventrocodal et paramédian gauche. Voici le segment 4', celui sur lequel il y a une divergence entre les deux classifications, dorsocranial et paramédian gauche. Voici maintenant du côté droit le segment numéro 5, le segment ventrocodal paramédian droit, décrit par Quinault, et sur la portion la plus latérale, le segment numéro 6, qui est le segment ventrocodal lui aussi et latéral droit. Voici au contraire le segment dorsocranial décrit par Quinault avec le numéro 7, latéral droit, et voici le segment dorsocranial paramédian droit au segment numéro 8, montré tout à l'heure avec ce pointillé. C'est là, vers l'arrière et en pointillé, puisque ce segment est dorsal, qu'apparaîtrait en blanc le segment numéro 1 du lobe de Spiegel. Sur une vue de face de la masse hépatique, maintenant, esquissée avec son bord ventral, avec son bord latéral gauche et la portion craniale dans ce plan, voici la systématique de l'artère hépatique qui va, dans sa disposition classique, venir artère hépatique commune du tronc cœliaque et qui va se ramifier en donnant des branches qui vont suivre la segmentation portale et qui vont respectivement être destinées donc au segment 2, dorso-cranial latéral gauche, au segment 3, ventrocodal latéral gauche, au segment dorsio-cranial 4' paramédian gauche, au segment ventrocodal paramédian gauche, numéro 4, puis pour la branche droite, qui est ici, schématisée comme telle, avec le segment dorsocranial numéro 8, paramédian droit, le segment ventrocodal paramédian droit, le segment 5, puis le segment 6, qui est le segment ventrocodal latéral droit, et le segment 7, qui est le segment latéral droit dorsocranial. Sur cette répartition des artères avec leur ramification dans la disposition modale, il faut y ajouter ici l'artère cystique avec la fine ramification terminale et très souvent le rameau ganglionnaire destiné au ganglion hilaire de Mascagni. La systématique biliaire des canaux biliaires va être
calqués en quelque sorte sur cette systématique artérielle. Les deux canaux hépatiques, toujours dans la disposition modale, vont se rejoindre pour donner le canal hépatique commun. Ils drainent donc les canaux issus du segment 2, du segment 3, du segment 4 et du segment 4' pour le canal hépatique gauche, du segment 8 et du segment 5, avec en particulier cette crosse qui a été décrite par Georgeot, qui est dorsale et crâniale, puis des segments 7 et des segments 6, mais il y a là encore, avec la vésicule biliaire qui est ici esquissée, de très nombreuses variations, comme il existe des variations artérielles, avec l'origine aberrante à partir de l'aorte ou de l'artère gastrique gauche, d'une artère hépatique gauche, ou d'une artère hépatique droite issue de l'artère mésentérique supérieure. Pour bien interpréter un cliché, quelles que soient les techniques d'obtention de celui-ci, il faut se souvenir de certains rapports que je vais rappeler sur une vue ventrale avec le rachis thoraco-lombal et les différents plans que sont la 11e vertèbre thoracique, la 12e vertèbre thoracique, puis les 3 premières vertèbres lombales, dont uniquement du côté droit, je vais rappeler les processus costiformes et profiler, à peine esquisser, les 12e et 11e côtes. Voici le côté latéral droit et la portion crâniale. Sur la face ventrale et légèrement déportée vers la droite à l'aplomb du sinus veineux de Caloris, voici la veine cave inférieure, puis satellite du flanc antérolatéral gauche du rachis, voici l'aorte abdominale. Du côté droit, se projetant avec le hile à peu près au niveau de L2, voici le rein droit, avec le départ se projetant à l'aplomb des apophyses costiformes des voies urinaires et le pôle supérieur du rein droit, son pôle inférieur, pôle supérieur qui est coiffé par la capsule surrénale droite dont une portion vient se nicher derrière la veine cave inférieure et constitue d'ailleurs dans la voie d'abord du rein un obstacle chirurgical. À l'aplomb de TH11, voici l'ésophage abdominal, puis la petite courbure gastrique, la zone antrale et sur le flanc droit de L1, le genu superius, puis le deuxième duodénum et sur le bord supérieur de L4, le genu inferius. Voici le cadre duodénal avec l'angle de Treitz, puis voici la poche aère gastrique et dans ce cadre duodénal, la tête du pancréas dont la queue va ici se profiler vers la gauche. C'est dans cette zone que nous allons montrer maintenant la projection de la masse hépatique qui vient recouvrir ces rapports postérieurs, masse hépatique, dont voilà le lobe gauche, et sous le bord inférieur et médial de laquelle apparaît le fond vésiculaire qui va représenter un rapport intime du genu superius. Il nous reste à figurer ici le côlon ascendant, caractérisé par ces bandelettes longitudinales, qui va sous la face inférieure du foie venir décrire l'angle droit, puis traverser la ligne médiane. Nous allons l'esquisser et le sectionner dans ce plan en regard du côlon transverse moitié droite. Il y a sur 3 coupes sagittales, la première paramédiane droite passant branche A par la loge rénale. Voici sur la coupe la face dorsale et la portion crâniale. Voici à la partie supérieure le plan des dernières côtes. Voici la face ventrale de cette coupe et esquissée ici la coupole diaphragmatique, la paroi dorsale et la paroi ventrale qui ne nous intéressent pas. Cette coupe passe par le rein droit, sectionné dans le plan vertical, surmonté qu'il est par la capsule surrénale droite, et la masse hépatique va donc apparaître dans ce plan avec, sous sa face caudale,
l'angle colique droit qui apparaît comme tel. Dans la masse hépatique, nous allons ici retrouver la veine hépatique supérieure droite, et ceci va nous permettre, avec les mêmes couleurs, de retrouver les segments décrits tout à l'heure, à savoir du côté ventral le segment numéro 5, ventrocaudal, paramédian droit, et du côté crânial le segment paramédian droit, dorsocrânial, le segment numéro 8, la face dorsale étant caractérisée par une portion du segment 7 de Quinault. Les rapports péritonéaux nous importent peu, nous allons simplement les esquisser comme tels avec le tablier épiploïque, la racine du mésocolon transverse et le péritoine viscéral et le péritoine pariétal. Après cette première coupe, donc sagittale paramédiane droite passant par grand A, nous allons mettre en place une deuxième coupe, toujours sagittale, paramédiane droite, passant par grand B, avec la zone d'abouchement dans la veine cave inférieure des veines sushépatiques moyennes. Voici la face dorsale, voici toujours la portion crâniale de la coupe, voici la paroi thoracique, vers le haut, puis vers l'avant, la face ventrale, et cette coupe donc intéresse la veine cave inférieure et la traversée diaphragmatique de cette veine cave inférieure. Voici la paroi dorsale, esquissée, la paroi ventrale, et la masse hépatique est sectionnée à l'aplomb de sa plaque hilaire avec son bord ventrocaudal à ce niveau. Voici l'abouchement dans le sinus veineux de Caloris de la veine hépatique supérieure médiane. Admettons qu'il y eut ici une veine hépatique supplémentaire, signalée tout à l'heure, moyenne. Bien sûr, en dessous, nous allons retrouver le complexe duodéno-pancréatique avec le premier et le troisième duodénum qui vont encadrer ici la masse parenchymateuse de la tête du pancréas, alors que sous le foie, du côté ventral, voici le côlon transverse qui est sectionné et que la coupe intéressant le pédicule hépatique va être marquée par la ramification veineuse portale, en avant de laquelle la voie biliaire, qui correspond au drainage de la vésicule biliaire, qui apparaît ici nichée sous le bord ventral de la masse hépatique, est dans ce plan. Eh bien, sur cette seconde coupe, grand B, nous allons retrouver dans la masse hépatique les segments avec les mêmes couleurs que tout à l'heure, à savoir du côté crânial, dorsocrânial, le segment 4', qui est le segment paramédian gauche, du côté ventrocaudal, le segment 4, paramédian gauche lui aussi, alors que ici vers l'arrière, nous sommes à l'aplomb du segment 1 du lobe de Spiegel. Le péritoine va se réfléchir derrière la masse duodéno-pancréatique, puis donner le grand tablier épiploïque, la racine du mésocolon, entourer la masse hépatique et va s'accoler ici en arrière à l'aplomb du fascia de Treitz. Sur une troisième coupe, toujours sagittale, mais cette fois paramédiane gauche, passant par grand C, nous allons mettre en place, la face dorsale et la portion crâniale étant figurées comme suit, la traversée diaphragmatique de l'aorte qui de thoracique devient l'aorte abdominale. Elle traverse le diaphragme, les piliers diaphragmatiques, et un peu plus haut, à l'aplomb de TH11, voici la traversée ésophagienne, la portion abdominale de l'ésophage et la poche aérienne gastrique sectionnée comme telle, avec dans ce plan le premier duodénum et au-dessous de lui le départ de la tête du pancréas. La coupole diaphragmatique avec la face ventrale de la coupe sont figurées dans ce plan et la masse hépatique est donc sectionnée ici à l'aplomb de ce lobe gauche
à l'aplomb de la veine hépatique supérieure gauche, le côlon transverse constituant toujours, à la face inférieure du foie, le rapport principal. Le péritoine va bien sûr entourer tous ces viscères, va s'accoler pour donner le fascia de Treitz, va donner la racine du mésocolon transverse dans ce plan, et le foie, entouré par le péritoine viscéral du ligament coronaire gauche, va nous permettre de retrouver ici, toujours avec les mêmes sigles, le segment 2, le latéral gauche dorsocranial, par rapport au segment droit ventrocaudal latéral gauche, et que dans ce plan, la portion la plus gauche du lobe de Spiegel peut également apparaître. Et bien maintenant, nous allons terminer par deux coupes horizontales qui vont passer par le hile du foie pour la première, par la zone d'abouchement des veines sus-hépatiques, des veines hépatiques supérieures pour la seconde. Sur la première coupe de la masse hépatique, donc voici la face ventrale et le côté latéral droit, comme au scanner bien sûr, la veine cave inférieure est dans ce plan, et la veine porte apparaît ici sectionnée à l'aplomb de la plaque hilaire, avec vers la gauche le récessus de Hugo Rex. Les veines hépatiques supérieures, gauche, moyenne et droite sont dans ce plan, et ceci nous permet alors de retrouver du côté gauche le segment 2 de Quinault, dorsal, puis le segment 3, latéral gauche, ventrocaudal, puis vers l'avant le segment 4 de Quinault, qui est le segment paramédian gauche, ventrocaudal, puis le segment 5 de Quinault, qui est le segment paramédian droit, ventrocaudal lui aussi, le segment 6 de Quinault, ventrocaudal et latéral droit, le segment 7 de Quinault, dorsocranial et latéral droit, et voici tout le lobe de Spiegel, tout le segment du lobe codé, du segment numéro 1 de Quinault. La deuxième coupe transversale, qui apparaît comme au scanner, comme en échographie, va passer plus haut sur la masse hépatique avec toujours les mêmes repères, la face ventrale et le côté latéral droit, et dans la veine cave inférieure, qui est donc très collée au parenchyme hépatique, nous allons ici voir l'abouchement de ces veines hépatiques supérieures, donc respectivement gauche, moyenne et droite. Et cela va nous permettre de retrouver, bien sûr, les principaux segments évoqués tout à l'heure, le segment dorsal, qui est le segment 2 de Quinault, puis vers l'avant, le segment 4' de Quinault, avec quelquefois un petit fragment du segment 3 qui peut encore apparaître sur cette coupe. De même, maintenant, dans le segment paramédian droit, nous allons retrouver le segment 8 de Quinault, dorsocranial, avec du côté le plus latéral droit, quelquefois un petit morceau du segment ventrocaudal numéro 5. Nous allons retrouver tout le segment numéro 7, dorsocranial latéral droit, avec de façon inconstante un petit fragment du segment 6 de Quinault. Voilà comment se présente la segmentation hépatique, voilà comment, à l'aide de ces schémas, on peut se repérer dans l'interprétation d'un cliché, dans la localisation dans l'espace d'une lésion.